Les enfants extraordinaires ont aussi le droit à du beau. Parce que quand tu vas dans des institutions spécialisées, la première chose qui te marque, c'est que c'est souvent très austère. Et donc, on voulait un endroit où les enfants se disent « ouais, j'ai envie d'y aller ». Et c'est un vecteur également de stimulation et d'envie d'aller suivre tes cours. Tu es heureux d'y aller. Et puis, ça permet également de faire venir la fratrie. Et donc, toute la famille s'y retrouve. Donc, c'est un lieu sympa où je vais passer toutes les semaines une demi-journée avec mon enfant ou avec l'ensemble de ma fratrie pour les faire grandir, les faire apprendre, les faire socialiser et aussi que les parents se retrouvent moins exclus. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Build a City for Good de Daphne. Pour co-hoster ce nouvel épisode, vous avez une nouvelle fois Alexandra Echebière de l'équipe d'investissement de Daphne. Hello Alex. Salut à tous. Et nous avons aujourd'hui la chance avec Alex de recevoir Jérôme Stioui, serial entrepreneur et maintenant operating partner chez Serena, pour l'entendre sur un projet qui n'a pas grand-chose ou alors peu de choses à voir avec la tech et l'écosystème tech, le village des enfants extraordinaires, même si on verra que l'écosystème tech est toujours un petit peu autour, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur puisque le village est une association exceptionnelle que nous avons la chance de soutenir. Il y a notre fonds de dotation Rainbow et que nous suivons depuis longtemps, depuis 2018, il me semble. Depuis la création. Bonjour à tous. Et bonjour Jérôme. Si mes souvenirs sont bons, car Marc, associé chez Daphne, vous soutient depuis les débuts, comme tu disais. Exactement, depuis l'idée. On avait juste eu l'idée et on avait pitché l'idée. Et Marc nous avait dit banco, je vous suis. Et il a fait partie de nos premiers mécènes. Je me souviens, on s'était vu dans les bureaux de Jaina. Avec Sandrine. Exactement, avec Sandrine Leonardi. Alors, en très bref, je m'essaie la description, mais qui est aussi celle qui est sur le site et je te laisserai en parler beaucoup plus longuement. Le village est une association qui crée des espaces physiques d'apprentissage et de jeu adaptés aux besoins particuliers des enfants et adolescents porteurs d'un handicap. Oui, on peut compléter la typologie de handicap. C'est vraiment des enfants et adolescents en situation de handicap mental sévère, qui peut être couplé ou non à un trouble du comportement ou un trouble moteur. Ce que ça veut dire derrière, c'est que ce sont des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école ordinaire. Ça, c'est vraiment un point important. Donc, ils ont besoin d'aller dans les structures spécialisées. Et on verra, je vous en parlerai tout à l'heure, qu'il y a un vrai problème en France sur ce sujet-là. Et je sens là qu'on a envie déjà d'en parler. Mais peut-être, avant d'en parler plus longuement, est-ce que tu veux bien, Jérôme, nous dire qui tu es et nous détailler un petit peu ton parcours. Et après, promis, on parlera du village. Alors, très bien, avec plaisir. Donc, moi, j'ai 48 ans. Je suis le papa de 3 enfants. Donc, ma fille aînée, qui s'appelle Alicia, est née avec un syndrome génétique rare et donc est polyhandicapée. Et j'ai 2 autres enfants, 2 garçons de 16 ans et de 11 ans. J'ai un parcours où j'ai créé ma première société, ma première start-up. Ça fait un peu vieux combattant. En 2000, j'étais encore à HEC en dernière année. C'était l'époque un peu folle de la bulle Internet, mais il n'y avait pas tant que ça d'entrepreneurs à HEC. C'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Et je reviens d'une année de césure avec quelques potes de promo et on se dit, on a vraiment envie de monter notre propre boîte et on n'a pas envie de faire un parcours un peu tradi dans des grands groupes. Après avoir testé pendant une année de césure. Je pense que c'est un truc que j'avais déjà au fond de moi depuis le plus jeune âge, parce que j'avais fait pas mal de petits projets, de petits trucs entrepreneuriaux, de petits business. Avant l'école déjà ? Ouais, je faisais des choses dans les jeux vidéo. J'avais ouvert un petit garage à vélo quand j'avais 8 ans. Donc j'avais jeune âge. Des petits trucs rigolos, mais c'était juste pour s'essayer, puis ça m'amusait. Et t'as une famille d'entrepreneurs ? Alors non, mon père est dentiste et ma mère est mère au foyer. Et dans la famille, c'est plutôt des professions médicales en général. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, j'ai attrapé ce virus assez tôt. Et donc dans les années 2000, on voit l'émergence de l'Internet aux US et je découvre dès 96 un nouveau canal de communication qui paraît trivial aujourd'hui, c'est l'email. Ouais. Et je me dis, ce truc-là, ça va quand même chambouler la manière dont les entreprises communiquent avec les consommateurs.
À l'époque, ils communiquaient en communication directe par des mailings papier, quoi. C'était la préhistoire, ça coûtait une fortune, aucune traçabilité, etc. Et donc, je lance DirectInet, le spécialiste à l'époque du marketing direct sur Internet. On va dire que notre métier, c'était de faire du data marketing, donc de construire des bases de données ultra qualifiées, dont on était propriétaire ou pas. Parfois, on broquait des bases d'acteurs établis sur le marché, comme des sites d'e-commerce ou autres. Et derrière, on montait des campagnes d'acquisition pour le compte d'annonceurs de manière ultra ciblée. Et puis, le scope s'est assez vite élargi sur l'ensemble de la chaîne de valeur, jusque gérer les campagnes et les bases de données d'annonceurs, gérer les programmes de fidélisation, déployer une technologie de CRM. Voilà. Donc, on avait un scope, on faisait tout, la data mining, la création. Et on est devenu l'agence référente jusqu'à derrière partir pour un process d'introduction en bourse sur Alternext. Et juste avant de ce côté, on a été approché par notre concurrent anglais qui était déjà coté à Londres et qui nous dit c'est trop dommage, formons le leader européen, on est déjà coté à Londres, on est leader au UK, vous êtes leader en France, c'est les 2 plus gros marchés. On fusionne et tu rejoins l'équipe et on se développe au niveau pan-européen. C'est ce qu'on a décidé de faire et moi je me suis occupé pendant 3 ans du coup de faire notamment des acquisitions pour le compte du groupe et de développer des nouvelles filiales et c'est là que j'ai découvert le SaaS. Puisqu'on a racheté un éditeur de logiciels SaaS. C'était en 2006, donc c'était moins développé en Europe qu'aujourd'hui. Et j'ai vu la beauté du modèle. Là où moi, je galérais chaque année à renouveler mes revenus, tu avais une logique de récurrence assez forte. Et donc derrière, je me suis dit, tiens, ma prochaine aventure, il faudra qu'il y ait du SaaS. Et donc, quelques années plus tard, après avoir accompagné pendant 3 ans, j'avais envie de recréer. Et donc, j'ai monté avec une partie de ma team. On a quitté et on est parti monter Ad4Screen sur le marché de l'app marketing. C'est le moment où l'App Store émerge. Et les éditeurs et les annonceurs sont un peu paumés sur comment finalement faire émerger une application dans les stores, comment acquérir des users, comment maîtriser son coût d'acquisition. Et donc, on se positionne sur ce marché-là avec 2 approches. Une approche servicielle, un réseau à la perf, et une approche techno avec une technologie d'attribution. Oui. Et avant de parler d'Ad4Screen, sur la première boîte, tu la vends à quel âge du coup ? Alors oui, j'étais assez jeune, je la vends, j'avais 26 ans. Et je la quitte, je reste 3 ans, je la quitte, j'avais 29 ans. Et je rejoins le board d'une boîte cotée à 26 ans, du coup. C'était assez marrant. Une expérience. Alors, je m'attendais à me dire waouh, ça va être super structuré. Et j'étais assez surpris, honnêtement. Alors, je sais pas si c'est la boîte qui nous a racheté mais finalement, c'était pas aussi pro et carré que ce que j'imaginais. Bon. C'était quelle boîte ? Alors, c'était une boîte qui s'appelait IPT, Interactive Prospect Targeting, qui était sur l'AIM, qui était un peu l'équivalent de l'Alternext. Ouais. Donc, c'était une boîte qui faisait à l'époque une capi d'à peu près 200 millions de pounds. Donc c'était pas non plus la boîte quand même. C'était pas mal, mais je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus structuré. Mais c'était une expérience super enrichissante. J'ai appris du coup à rejoindre un board où j'étais le seul français du coup dans l'équipe. Et les fondateurs avaient Alors ils avaient plus le contrôle. Non, ils avaient plus le contrôle. Ils étaient managers, CEO et dirigeants, mais ils avaient plus le contrôle. La majorité du capital était détenu par des fonds. Non. Et du coup, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé sur Ad4Screen. Et donc après, j'ai créé Ad4Screen, donc là, avec ces deux composantes. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un pain qui était pas adressé, c'était celui du réengagement des users. En fait, les annonceurs et les éditeurs mettaient beaucoup d'argent pour acquérir des users. Mais en fait, au bout d'un moment, les gens téléchargeaient une app et l'utilisaient plus. Et donc finalement, développer la valeur des clients, la LTV, était devenu vraiment critique. Et donc pour faire ça, il n'y avait pas 50 méthodes, et notamment une des méthodes les plus efficaces, c'était de réengager les users avec des push notifications et les convertir avec ce qu'on appelle des messages in-app. Et donc comme je connaissais cette histoire du marketing ciblé avec la première expérience autour de l'email marketing, il y avait beaucoup de similitudes. J'ai créé très tôt une solution SaaS dédiée au mobile engagement, et ça a fait la 3e société qui s'appelle donc AxeEngage, qui était une boîte à part, c'est devenu l'éditeur logiciel SaaS leader en Europe sur ce créneau du mobile engagement. Donc là, on équipait toutes les plus grosses applications, les Zalando, les Le Monde, les Corriere della Sera, les Air France, les Emirates, enfin énormément d'applications. Et ça, c'était toujours avec la team initiale de ta première aventure ? Alors, il y avait 4 des 5 fondateurs de ma première team. On est resté pendant 20 ans ensemble. Super équipe. Et ce qui est marrant, c'est que quand on s'est associés, on était quand même 4 potes d'HEC. Tout le monde nous a dit, mais attends, 4 potes, même école, même âge, vous n'êtes
pas forcément complémentaires en termes de compétences. Vous allez vous mettre dessus. C'est évident. Votre histoire, elle commence, l'expression, c'est elle commence au café, elle va finir au tribunal. Et ça a duré quand même 20 ans. Le cinquième. C'est des amis aujourd'hui. C'est des amis, bien sûr, c'est mes meilleurs amis et c'est comme des frères. J'ai passé quasiment plus de temps avec eux qu'avec ma famille pendant 20 ans. Donc, les premières années, on dormait ensemble au bureau. Enfin, c'était fou. Hein. Et donc, moi, je pense que finalement, ce qui était le plus important, c'était d'être complémentaire en termes de personnalité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est des choses que vous faites aussi, mais chez Serena, on aime faire le mapping des profils des fondateurs. On leur présente leur PI, leur Predictive Index Profil. Il y a aussi des méthodos type DISC, vous connaissez sûrement. Et ça permet de voir qu'une équipe peut avoir le même background académique, mais finalement, ils sont très, très différents en termes de personnalité et donc ultra complémentaires. Et je pense que c'est ça le plus important, en fait. Et vous le faites vous-même ou c'est des externes qui viennent faire? Alors, le PI, c'est une méthode reconnue aux US avec une licence et autres. Donc, tu as un test online. Mais ensuite, on l'interprète pour eux. Donc, tu as un rapport qui est généré. Mais après, on leur Ils sont leur toujours explique. partants pour se prêter Alors, à l'exercice. on le fait post-investissement. Ah oui, je précise. C'est pas un élément de la due deal. Non, bien sûr. Non, c'est pas une due deal du tout. C'est pour leur apprendre à se connaître. Okay. Et aussi voir sur quelle partie de l'équipe ou en termes de personnalité, comment ils ont besoin de compléter l'équipe. Parce que si tu recrutes que des gens qui sont comme toi, tu n'as que des clones, ça ne marche pas en fait. Et c'est vrai que nous, typiquement dans la roue, on avait fait la méthode DISC quelques années après avoir créé notre première boîte. Et avec mes 4 autres cofondateurs, on était tout autour de la roue. C'était assez incroyable. Alors, on l'avait peut-être ressenti intuitivement, mais on ne l'avait pas conceptualisé. Et quand on a vu ça, on a dit « Ah ouais, ok, d'accord ». On voyait bien qu'on était différents, mais là, effectivement, ça match super bien. Et donc, oui, on a fait 20 ans ensemble. Et donc, la dernière société, AxoEngage, a été créée en parallèle d'Ad4Screen. Elle a connu énormément d'essor parce que c'était hyper scalable. En fait, à partir du moment où tu avais ton logiciel qui était développé, on a pu ouvrir l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. On a conquis ces marchés qui étaient par les leaders américains. Et pendant ce temps-là, Ad4Screen a continué son petit bout de chemin, boîte rentable, faisait ses 20% de croissance et 20% de rentabilité. Mais on avait besoin de financer notre éditeur, parce qu'un éditeur SaaS, ça consomme du cash. Et donc, on a vendu Ad4Screen à un fonds de LBO qui faisait un build-up pour se concentrer sur AxoEngage, qu'on a fait super bien croître. Et puis, fin 2018, le leader américain de notre secteur nous a approché pour nous proposer de nous racheter. Et ça tombait bien, parce que moi, je commençais un peu à fatiguer. Ça faisait 20 ans d'entrepreneuriat. Et je pense que j'avais envie de faire autre chose. Et donc, on a saisi cette opportunité. Et du coup, s'est posé la question, après cette vente-là, de « Ok, qu'est-ce que je fais des 20 prochaines années de ma vie ?» Et j'avais vraiment envie de sens. Parce que, alors, la particularité de mon parcours entrepreneurial, c'est que j'ai fait de la tech et de la martech. On ne peut pas dire que la tech et la martech soient l'industrie qui est ça la plus porteuse de sens. Voilà. À la fin de la journée, tu te dis, si j'existais plus, est-ce que ça change la face du monde ? Franchement, non. Peut-être que même que certains consommateurs seraient contents de ne pas recevoir de push et pas avoir de pub. Voilà. Au moins, on ne reçoit plus les papiers par la poste. Voilà. Parce que ça, franchement, c'est un progrès. Je sais pas, j'en parlais avec qui la dernière fois. Je sais pas si tu avais ça aussi chez toi. Mes parents étaient abonnés chez Damar. Ouais. Vieille marque déjà. Ouais, le catalogue, là, voilà. l'énorme catalogue. Et j'avais reçu une fois un courrier avec une clé dedans. Tu sais, vous avez gagné une voiture. Ouais, je me rappelle très très bien. Du coup, le faux espoir pour moi qui pensais qu'on avait gagné une voiture était terrible. Et puis, en termes d'impact écologique, quand tu vois les catalogues couleurs qui étaient envoyés, c'était fou, quoi. Bon, après, il y a d'autres problématiques, je pense, avec Internet et la consommation des data centers. Je pense que c'est un autre sujet. Et donc, toujours est-il que je me suis dit, ok, maintenant, j'ai envie vraiment de me mettre au service des autres. Et pour cela, en fait, il y avait 2 sujets. Il y avait le sujet un peu personnel. Donc, ma fille, je reboucle avec mon histoire personnelle. Donc, moi, quand je suis devenu papa, j'ai découvert la paternité avec le handicap. Et j'ai découvert ce milieu que, honnêtement, je ne connaissais absolument pas. Et j'ai découvert plusieurs choses. J'ai déjà découvert des familles qui, globalement, étaient en grande détresse parce que c'est un enchaînement de problèmes. Donc, en fait, faut savoir qu'une famille qui a un enfant différent, dans 80% des cas, les parents vont divorcer.
Donc, on a affaire à une famille monoparentale. C'est souvent d'ailleurs le père qui part. La maman, du coup, pour travailler et élever son enfant, c'est hyper compliqué. Donc, s'enchaînent des problématiques financières. Donc, tu as une détresse qui est énorme. Tu as des familles qui sont vraiment dans le désespoir. Et notamment, elles sont censées avoir des solutions de soutien au niveau des institutions spécialisées. Sauf que en France, on estime, alors le chiffre n'est pas officiel, et on n'arrive pas à avoir un chiffre officiel, et on comprend pourquoi. On estime qu'il y a entre 100 000 et 300 000 enfants en France qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ont, par le droit, devraient avoir une place en institution spécialisée, mais qui sont en attente d'une place, avec des délais qui vont de 3 à 5 ans. On ne parle pas de semaines, on ne parle pas de mois, on parle d'années. Donc, il faut imaginer ce que ça veut dire pour les parents quand tu te retrouves avec ton enfant. Déjà, c'est compliqué en termes de logistique, mais en plus, tu ne peux décemment pas travailler, quoi. C'est quasiment impossible. Donc, on a découvert ça. Alors, nous, on a eu la chance, on n'a pas expérimenté ce parcours, mais on a rencontré beaucoup de parents dans les associations qu'on a côtoyées avec ma femme qui étaient dans cette situation-là. Donc, ça nous a quand même pas mal choqué. Le deuxième chose qu'on a pu nous expérimenter avec notre fils, c'est que ces enfants extraordinaires, moi je les appelle comme ça parce qu'ils sont vraiment différents, mais j'ai pas envie de parler de manière négative parce qu'ils ont plein de choses en plus. Que nous n'avons pas. Je pourrais en parler longuement si vous voulez. Et donc, ces enfants, ils apprennent pas de manière conventionnelle. Ils apprennent pas en étant derrière une table, un banc. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils ont des besoins d'apprendre des choses essentielles de la vie autour de l'autonomie, la psychomotricité, monter les marches, apprendre à manger seul. Et en fait, pour leur apprendre ces choses-là, tu as le parcours conventionnel qui est je vais chez le kiné, je vais chez la psychomote, et c'est vachement bien. Sauf qu'il y a des enfants qui adhèrent pas toujours. C'est pas très fun. Et puis tu as, et c'est ce qu'on a pu constater avec notre fille, des méthodes au travers de la médiation des arts, des sports, des loisirs, de la culture, enfin voilà, qui vont les stimuler. Exemple, ma fille adore la musique, adore la danse. Mais on s'est rendu compte de ça un peu par hasard, quoi. Chaque fois qu'on allume la musique, elle se met en mouvement, c'est assez incroyable. Et donc on s'est dit à un moment, on va lui donner des cours de danse parce que ça peut l'aider à respecter une chorégraphie, à apprendre à synchroniser ses mouvements. Et on n'a jamais réussi à trouver de cours qu'il acceptait. Et donc, quand on a partagé avec d'autres familles, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls dans ce cas-là. Et donc, de ces deux constats, d'un côté, des familles qui étaient vraiment dans le désespoir et qui n'avaient pas de solution éducative, et de l'autre côté, un besoin pour toutes ces familles extraordinaires d'avoir un endroit où pouvoir proposer des cours adaptés pour apprendre tout en s'amusant de manière collective. Ça j'insiste, et où la fratrie est également la bienvenue, en fait ça n'existait pas. Et à la fin de l'histoire, pour ma fille, ce que j'ai dû faire, c'est de lui prendre un cours particulier à domicile. Mais sauf que c'était nul, parce que ça l'amusait pas, elle était seule dans son cours chez elle, et on a arrêté au bout de quelques séances, c'était pas ce qu'il lui fallait, quoi. Ce qu'elle voulait, c'est vivre une expérience de mimétisme avec d'autres enfants, etc. Et donc on s'est dit avec ma femme Emmanuelle que ça serait extraordinaire de pouvoir créer un lieu qui soit adapté pour ces enfants, tant en termes d'infrastructure, que également de cours, entre guillemets, donc de professionnels de l'art-thérapie, également de technologie, parce que ces enfants, ils ont aussi le droit de s'amuser. En fait, s'amuser, ça fait partie du bon développement d'un enfant. Et par exemple, si tu veux faire jouer un enfant qui a un handicap mental sévère à un jeu vidéo, c'est impossible. Parce que prendre une manette, c'est déjà, et comprendre le concept de la manette, des boutons, c'est déjà une abstraction qu'ils n'ont pas forcément, et la psychomotricité ne va pas forcément avec. Donc on a également créé, je pourrais en parler, une playroom numérique qui est complètement adaptée. Donc, tu joues avec ton corps, tu joues avec ta voix, tu joues avec tes pieds, tu joues avec tes bras, mais tu n'as pas besoin de manipuler de manette, tu as des capteurs de mouvement. C'est quelque chose que vous avez créé complètement. Alors, on s'est appuyé sur les technologies qui existaient, mais on a été chercher ces technologies. Par exemple, vous avez tous entendu parler peut-être de la Kinect. Vous vous rappelez le petit capteur de mouvement qu'on mettait sur les consoles dans Savoir sur Microsoft, sur la Xbox. Voilà. Ça permet de jouer à des jeux comme Just Dance sans avoir besoin d'une manette. Et typiquement, Just Dance, on a un corner Just Dance, c'est un truc qu'adore les enfants extraordinaires. C'est joyeux, c'est fun. Tu as une chorégraphie, donc tu suis le mimétisme. Tu as une caméra qui te dit finalement si tu as bien fait la choré. Tu peux jouer en collectif. Et donc ça, typiquement, ça fait partie des choses qu'on a. On a également les trucs que vous avez peut-être vus dans les centres commerciaux. Quand tu as des projections au sol, tu as des ballons virtuels et tu peux taper avec. Voilà. Donc ça, on a ce type de jeux qui sont accessibles, y compris au fauteuil. Parce que quand tu es en fauteuil, tu peux du coup jouer, te mettre dans la zone, tu as des capteurs de mouvement. Et puis tu as l'équivalent au mur.
Et puis, on a une œuvre d'art qui est spécialement faite sur mesure pour nous, là, pour le coup, qui permet en fait de dessiner avec ta voix et avec tes mains. Donc, en fonction de ta voix, tu changes de couleur et en passant ta main, c'est le pinceau. Donc, ça fait forcément des dessins, on va dire, assez simples, hein, mais c'est hyper toujours agréable pour un enfant de voir qu'il peut produire, créer comme il en a envie et contrôler, entre guillemets, ce qu'il fait parce que les technologies lui permettent de maîtriser simplement ce qu'il veut faire. Et toutes ces réflexions autour des activités que vous leur proposez, vous les avez eues avec ta femme et vous êtes entouré d'autres personnes dans des catégories spécifiques Alors, c'est une super bonne question parce que nous, on avait des idées, mais on n'est pas du tout experts. Enfin, moi, je ne suis pas éducateur spécialisé, je n'ai jamais donné de cours de danse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a fait en mode assez méthodique. On a d'ailleurs référencé, selon nous, les meilleurs art thérapeutes qui existaient pour ces enfants, donc sur l'art plastique, sur la danse, sur la musique, sur la cuisine. On en a pris 2 à chaque fois et on leur a dit, avant même de trouver les lieux, dessinez-nous la salle de vos rêves. Il n'y a pas de contrainte de budget, il n'y a pas de contrainte. Voilà, si vous aviez vraiment une baguette magique, votre salle, elle serait comment ? Donc, exemple, la salle de danse, la professeure de danse nous dit, ok, bien sûr, il me faut des miroirs, il me faut des barres, mais les miroirs, il faut pouvoir les cacher. Parce que c'est hyper stimulant, donc peut-être que ça peut trop stimuler les enfants. Il y a des moments où je veux des rideaux. Ok. Deuxièmement, je veux pouvoir accueillir des enfants en fauteuil. Et je veux pouvoir les verticaliser. Donc là, on a fait construire un H motorisé au plafond qui permet, avec un harnais, de faire participer un enfant qui n'a pas la maîtrise de ses jambes, tout en étant verticalisé à un cours de danse, avec d'autres enfants qui n'ont pas de problème moteur. Elle nous a dit, j'aimerais avoir un écran géant qui permet de projeter des chorégraphies pour pouvoir stimuler et inciter. Donc, on a mis un écran énorme, mais toujours, il faut qu'il puisse être occulté s'il y a besoin, parce que ça peut être trop stimulant. Et donc, l'enfant, à un moment donné, je ne peux pas capter le miroir plus l'écran, ça fait trop. Voilà. Donc, à chaque salle, on a fait ce travail-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a construit le cahier des charges, salle par salle. Par contre, il y avait des valeurs qui nous tenaient à cœur. Dans les valeurs, il y avait la transparence. Pourquoi ? Parce que dans le monde du handicap, quand tu as un enfant handicapé qui a une place en institution spécialisée, en fait, tu ne peux jamais rentrer dans l'institution, sauf quand tu y es invité une ou 2 fois par an, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Ton enfant n'est pas verbal. Donc, même quand t'es parent, t'as pas le droit d'y aller. Tu déposes ton enfant, ou il y a un système de transport qui est organisé, devant la porte. Bonjour, ton enfant rentre et au revoir, à ce soir. Alors, il y a des contraintes de sécurité qu'on peut comprendre aussi, mais c'est pas un monde transparent, donc tu ne sais pas ce qui se passe. Tu connais le planning, tu as des petits retours des éducateurs qui te font un petit mot dans le cahier, mais tu aimerais tellement voir ce qui se passe. Et donc, nous, on a pris le truc complètement à l'envers. On s'est dit, il faut que les parents puissent absolument tout voir. Ça veut dire que dans toutes les salles d'atelier, il y a des vitres sans teint, un peu comme on voit dans les films de police, là, où en fait, les enfants ne peuvent pas voir, mais les parents, eux, peuvent voir l'ensemble des cours. Et donc, ça, c'est une exigence qu'on a aussi par rapport à nos pédagogues, nos art thérapeutes, c'est leur dire, si vous venez bosser au village, il faut accepter d'être vu, donc d'être transparent. Donc, ça fait une vraie sélection, mais les meilleurs art thérapeutes, eux, ils n'ont pas de problème, ils sont hyper fiers de ce qu'ils font. Voilà. Et donc ça, c'est un truc qui nous tenait à cœur. Et la deuxième chose qui nous tenait à cœur, c'était d'avoir un lieu qui soit magique. Parce que quand tu vas dans des institutions spécialisées, la première chose qui te marque, c'est que c'est souvent très austère, pour ne pas dire parfois extrêmement vétuste. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un reportage sur M6 il n'y a pas longtemps dans Zone Interdite sur caméra cachée dans des IME et des institutions spécialisées. C'était affolant. Il manque de moyens. Et donc, on voulait un endroit où les enfants se disent « Ouais, j'ai envie d'y aller ». Et donc, on a fait appel à des designers qui travaillent pour Disney, pour le Puy du Fou. Génial. On a imaginé un concept autour de la nature enchantée. Et chaque salle a une thématique et est designée. Et c'est vraiment très très beau. Vous pouvez aller voir les vidéos sur le site vildéo.org. Et parce que les enfants extraordinaires ont aussi le droit à du beau. Et c'est un vecteur également de stimulation et d'envie d'aller suivre tes cours. Tu es heureux d'y aller. Et puis ça permet également de faire venir la fratrie. Puisque l'idée, c'est que quand tu as plusieurs enfants, un extraordinaire, un ordinaire, tu es toujours en galère de dire comment j'occupe l'ensemble de mes enfants. Et donc là, même les enfants ordinaires, jusqu'à un certain âge, éprouvent du plaisir à venir jouer à la playroom numérique, à venir profiter des parcours moteurs. On a également une salle de cinéma
qui est une vraie salle de cinéma, fauteuil rouge, avec le porte-gobelet, écran géant. Et donc ça, bien sûr, qui peut le plus en étant adapté, peut également le moins pour les enfants ordinaires. Et donc toute la famille s'y retrouve, donc c'est un lieu sympa où je vais passer toutes les semaines une demi-journée avec mon enfant ou avec l'ensemble de ma fratrie pour les faire grandir, les faire apprendre, les faire socialiser, faire en sorte qu'ils soient heureux et aussi que les parents se retrouvent moins exclus parce qu'un des phénomènes, c'est que quand tu es dans une famille monoparentale, que tu as des problèmes d'argent et que tu dois t'occuper de ton enfant et que c'est compliqué, tu n'as plus le temps de sortir, de voir d'autres personnes. Et puis, tu as un certain nombre de personnes qui coupent aussi le cordon avec toi. Donc, ce sont des familles qui sont extrêmement exclues. Voilà. Donc, on s'adresse aussi aux parents. Et comment tu Pardon. Vas-y. Justement, pour revenir sur la question d'Alex aussi, comment est-ce que tu trouves les thérapeutes? Tu disais justement tout à l'heure qu'il y avait c'était pas facile de trouver des gens qui, même en cours particulier, avaient une approche adaptée. Alors, comment on a fait pour les art thérapeutes? On a utilisé plusieurs méthodes. Déjà, on s'est appuyé sur ceux qui intervenaient déjà en institution spécialisée. Donc, il y a quand même, alors il y a une pénurie énorme, mais il y en a quand même. Donc, par exemple, ma fille, dans son institution spécialisée à Montreuil, elle a des cours de cirque, elle adore. Elle n'avait pas de cours de danse, mais elle avait des cours de cirque. Donc, du coup, on a pu parler avec l'art thérapeute et dire tiens, est-ce que tu voudrais venir en plus donner des cours au village? Sur la partie danse, alors là, on a fait appel à une école, une académie de danse qui donne des cours de manière globalement assez ordinaire, mais qui avait envie de s'engager dans un projet inclusif. Et je pense que le patron de cette école, il avait une sensibilité, peut-être il y a des raisons, souvent des raisons personnelles, et il a transmis ça à ses équipes. Alors, c'est assez rigolo parce que il a ce talent de sentir parmi ses élèves profs ceux qui vont avoir ce petit supplément d'âme pour s'adapter aux enfants. Et donc, parfois, ça peut être des professeurs qui n'ont pas forcément eu une expérience longue dans le handicap, qui ont soit côtoyé le handicap au travers d'une expérience personnelle, familiale, et qui se révèlent être incroyables. Alors bien sûr, on fait des séances d'essai dans ces cas-là, on demande aux parents ce qu'ils en pensent, on demande aussi à l'art thérapeute s'il se sent bien. Aujourd'hui, on a une satisfaction qui est juste phénoménale. Moi, je fais un fou furieux des NPS auprès des enfants et enfin des familles plutôt, et on a un NPS qui est de plus de 90. Ce que moi j'avais jamais vu, parce qu'il n'y a rien, aussi il faut être clair, il y a très peu de solutions. Donc pour les art thérapeutes, on utilise plusieurs méthodes. On demande aussi aux parents. Alors par exemple sur le karaté, c'est une maman qui a dit moi il y a quelques années j'ai rencontré un prof de karaté à tel endroit, etc. Donc on mobilise la communauté des 150 familles qui sont abonnées au village pour qu'ils nous référencent ces petites pépites. Et ça, on y arrive plutôt bien. J'étais aussi moi préoccupé au démarrage, c'est ce qu'on va trouver tous ces art thérapeutes, et ça se passe bien et on n'a pas trop de difficultés. C'est plus complexe paradoxalement de trouver l'équipe permanente que de trouver les art thérapeutes. L'équipe permanente, celle qui encadre qui encadre la structure, qui gère les familles, l'adhésion, gère les plannings, recrute les art thérapeutes. On a tout un processus d'adhésion. Tu peux pas juste inscrire online. On doit rencontrer la famille, on doit rencontrer l'enfant, on doit imaginer dans quel cours il peut s'intégrer. Il y a 2 séances d'essai parce que tu sais pas comment ça va fonctionner. Il y a une certaine magie dans la constitution des groupes qui sont des groupes de 3-4 enfants. Pour se dire, OK, il y a un enfant hyperactif, il y a un enfant avec un trouble autistique, il y a un enfant au fauteuil, OK, ça peut fonctionner. Si tu mets peut-être 3 enfants avec un trouble autistique, ça peut être plus complexe. Donc là, on a des professionnels du médico-social qui connaissent bien les enfants et qui sont capables d'essayer de se projeter en les rencontrant. Et puis après, surtout, ils assistent aux premières séances pour bien voir comment ça se passe, débriefing avec l'art thérapeute, débriefing avec la famille. Et puis si ça marche, on reste dans ce groupe. Sinon, on propose un autre groupe ou parfois une autre discipline. Parce que tu peux avoir des parents qui ont très envie que leur enfant fasse du karaté, mais en réalité, pour l'enfant, c'est peut-être plus adapté de faire de la cuisine ou de faire de l'art plastique, tu vois. Donc, il y a aussi ce travail à faire parfois avec les parents. Et là, tu décrivais l'onboarding des familles. Comment ça se passe? Comment elles entendent parler de vous? J'imagine qu'il y a plus de demandes potentiellement que de places que vous pouvez offrir. Aujourd'hui, vous avez créé ce lieu incroyable à Montreuil. Est-ce qu'il y a vocation à pouvoir offrir quelque chose de similaire ailleurs en France? Alors, tu as tout à fait raison. Alors déjà, premier point, c'est un monde où il y a tellement de pénuries que quand tu proposes une solution, et en plus si elle est sympa,
tu as un bouche à oreille de dingue. Donc, au démarrage, on s'est fait un peu connaître. On a eu effectivement quelques reportages télé. On a eu quelques messages dans les groupes de parents sur les réseaux sociaux. Et puis après, c'est parti comme une traînée de poudre. Et donc, aujourd'hui, on a 600 familles qui sont en liste d'attente. Et en fait, on a une capacité. Alors, le modèle, quand on a ouvert le village, on avait 2 possibilités. On pouvait dire on va prendre 30 familles, 30 enfants à l'année, toute la semaine, et puis c'est tout. Mais on va super bien les accompagner. Mais quelque part, ça ne répond pas vraiment. Enfin, tu as un impact qui est extrêmement fort sur chacune de ces familles, mais tu n'aides pas un grand nombre. Nous, on a fait un autre choix. On a fait le choix de dire on va donner un petit peu à un max. Donc, on prend les enfants une demi-journée par semaine, maximum, mais on peut en accueillir des centaines. On a une capacité sur un village d'accueillir 500 familles. Alors, le premier village, il est à Saint-Maur-des-Fossés. Qu'est-ce qui nous limite aujourd'hui? On a 150 familles. Qu'est-ce qui nous limite pour passer à 500? Il y a une question déjà financière, parce qu'aujourd'hui, on est financé à plus de 90% par les dons. Et donc, déjà, merci à Daphne de nous soutenir. Merci à Marc, merci à Angel, merci à vous deux, Chabir et Alexandra, de nous soutenir. Vous avez également filé votre taxe d'apprentissage, donc c'est hyper sympa. Donc ça, je vais en reparler. La taxe d'apprentissage, c'est un petit vecteur d'espoir aussi pour nous. Mais donc, comme on est financé par les dons, à chaque fois qu'on veut faire entrer des nouvelles familles, il faut avoir le financement. Un enfant, c'est à peu près un coût de 6 000 € par an. Et nous, ce qu'on demande aux familles, en moyenne, c'est 400 €. Donc, on finance plus de 90%, quels que soient les niveaux de revenus. Donc, il faut aller chercher à chaque fois des dons et des subventions. La deuxième limite, c'est effectivement également l'équipe permanente, parce qu'il faut faire un onboarding qui est quand même assez chronophage. Et donc, on ne peut pas accueillir en une semaine 50 familles. Il faut les recevoir, il y a un premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, les 2 séances tests. Donc, de toute façon, c'est une montée en puissance continue. Là, aujourd'hui, on a le premier village qui est à Saint-Maur-des-Fossés. On n'est pas encore en pleine capacité. C'est notre 2e saison, on a ouvert l'année dernière. Donc, ce qu'on se donne pour objectif, c'est à la fin de l'année d'avoir là atteint un remplissage, on va dire, plus important. Et notamment grâce à une source de financement complémentaire qui est la taxe d'apprentissage. Donc, pour la première année, on a été éligible à la taxe d'apprentissage et ça représente maintenant à peu près 30% de notre budget. Donc, c'est une vraie source d'espoir pour nous, puisque avant c'était quasiment 100% de dons, 90% de dons, à la fois des entreprises, des fondations et des mécènes. Maintenant, on a 30%. Donc, et c'est la première année, donc on peut espérer avoir un mix plus important. Si derrière, on a cette source de revenus qui est pérenne, on peut en ouvrir d'autres. Financer l'ouverture et l'infrastructure, ça coûte, ouvrir un lieu, ça coûte autour de 3 millions d'euros de travaux pour un lieu qui fait à peu près 1200 mètres carrés. Donc ça, on peut trouver parce que c'est du one-shot, entre guillemets. Ce qui est plus compliqué, c'est les frais de fonctionnement. Et donc là, c'est très important pour nous d'avoir un modèle qui est réplicable, qui va nous permettre d'en ouvrir d'autres. Donc voilà, ça c'est une limite quand même. Mais on a fait un partenariat stratégique avec Personnage, que vous connaissez peut-être, qui est une fondation ex-Lino Ventura, donc le premier acteur dans les années 60-70 qui a eu une enfant trisomique et qui a osé en parler. Ils ont une 50aine de maisons pour adultes handicapés mentaux en France. Et donc l'idée, c'est avec eux de pouvoir en ouvrir d'autres en région, dès lors qu'on a au moins, on va dire, 50% de notre financement qui est récurrent et qui est pérenne. Voilà. Et sachant que sur la taxe apprentissage, je dis pas de bêtises quand je dis que tout le monde peut la louer de manière indépendante. Alors, ouais. Tout le monde, merci Chabir. Là, je parle à tous les dirigeants qui nous entendent. La taxe d'apprentissage, vous la payez quoi qu'il arrive. Donc, elle est obligatoire. Mais c'est une taxe sympa, puisque vous avez le plaisir de pouvoir la flécher en partie à qui vous voulez, sous réserve que ce soit des organismes qui soient accrédités. Ce sont principalement soit des écoles, soit des institutions apparentées à des écoles. Comme vous l'avez compris, on est là sur un projet éducatif. Et donc, on a eu cet agrément. Et donc, c'est hyper simple. Vous allez sur la plateforme Soltea, vous tapez le village d'enfants extraordinaires, vous allez nous trouver, vous fléchez et puis c'est parti. Et donc, ça ne coûte pas 1 € de plus aux entreprises. Et il y a beaucoup d'ailleurs de startups qui ne flèchent même pas, qui ne savent même pas qu'ils peuvent flécher leur taxe d'apprentissage, ils n'y pensent même pas. Et d'ailleurs, je serais ravi l'année prochaine parce que là, la campagne est presque finie, donc il y a encore un petit peu de temps, mais c'est presque fini. Je crois que ça finit le 25 octobre. Mais l'année prochaine, on pourrait faire un truc ensemble auprès des startups du portefeuille de Daphne. Parce que c'est un truc qui vraiment crée aussi de la joie dans les boîtes. C'est-à-dire que tu peux communiquer en interne en expliquant que voilà, on a contribué à ce projet-là.
peuvent venir le voir, tu as un impact direct. Nous, on a une structure avec très très peu de frais de gestion. Donc, vraiment, quand 1 euro va au village, il y a 98% qui vont aux enfants. Donc, on est bénévole avec ma femme. Bien sûr, tout le comité de direction est bénévole. Et donc, l'équipe opérationnelle est vraiment au contact direct. On a aucune personne pour l'instant sur l'administratif. On gère tout ça avec des bénévoles, experts comptables bénévoles, la fondation Personnage qui nous aide sur certains sujets admin. Donc, ça va direct aux enfants. Voilà. Vous êtes combien dans l'équipe là aujourd'hui ? Alors, l'ensemble des équipes art thérapeutes plus équipe permanente, c'est une vingtaine de personnes. Les art thérapeutes sont en statut indépendant, donc ils viennent en fonction une demi-journée à plusieurs demi-journées par semaine. Et on a une équipe permanente de 3 personnes full-time qui est au village, sans compter le comité de direction. Emmanuel, ma femme, est quasiment à temps plein. Et moi, j'alloue 2 jours par semaine pour le village. Et vous avez 150 familles aujourd'hui ? Alors là, on a 150 familles abonnées. Donc, elles sont abonnées à l'année. Et donc là, tous les mois, on en ajoute progressivement. On a des stages de vacances également pour les familles qui souhaitent expérimenter le village. Là, la Toussaint, par exemple, tu as des systèmes où tous les matins, tu peux venir amener ton enfant à un cours d'art plastique 5 fois, tous les jours, du lundi au vendredi. Ouais. Là, c'est un autre format. Et sachant que c'est allé assez vite, non ? Parce que tu as ouvert le village il y a 1 an. Ouais, c'est ça. Alors, les étapes le plus dur, ça a été de trouver le financement pour les travaux. Avant même d'avoir le lieu, on voulait s'assurer qu'on allait pouvoir faire quelque chose d'ambitieux et qui pouvait avoir cette magie-là. Donc, on avait chiffré ça au début, on est toujours un peu trop optimiste. On pensait que ça nécessitait 1,5 million d'euros. Et on s'est dit, on va voir si on arrive à les collecter. On a réussi à les collecter, donc on s'est dit, c'est bon, on y va, on va chercher le lieu. Et là, ça a été plus long, beaucoup plus long que ce que j'imaginais, pour trouver un lieu pas trop loin de Paris. Donc, on est à Saint-Maur-des-Fossés, juste à côté du RER A. On est à 15 minutes de la porte de Bercy en voiture, donc porte de périph'. En fait, c'est pas évident. Il y a assez peu de lieux adaptés. On voulait un parking privatif, on voulait une aire de jeu extérieure, un bâtiment indépendant, mais qui ait pignon sur rue et qui soit en pleine ville. Et donc, ça nous a pris près d'1 an pour trouver les locaux de nos rêves. Et une fois qu'on les a trouvés, fallait les gagner. Et là, quand vous êtes une association qui vient de se créer, sans, on va dire, ressources récurrentes, en fait, les bailleurs privés vous disent non. Donc, on a eu la chance de croiser sur notre chemin Christophe Lasserventura, qui est le président de Personnage, qui était déjà un de nos mécènes au travers de la fondation, mais de manière assez faible. Et on lui a expliqué la situation. Il dit, voilà, on a trouvé les locaux de nos rêves, mais on n'est pas sûr de les avoir. Et là, il a été génial. Il nous a dit, écoutez, banco, nous, on va être caution. On va se porter garant pour vous. Et là, quand tu as une institution qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros de ressources, comme par hasard, le bailleur privé nous a dit OK. Donc, on a pu avoir les locaux. Et ensuite, il fallait faire les travaux. Et là c'est quasiment 2 ans de travaux. On a désossé le bâtiment, tout reconstruit, ascenseur, escalier aux normes, redimensionnement des salles. Enfin, on a tout construit de manière adaptée. Et on a pu ouvrir l'année dernière, en septembre, pour la première saison. Et c'était quoi avant ? Alors avant, c'était un bâtiment pour une boîte d'expertise comptable. Tu vois, donc c'est voilà, ça avait rien à voir. On a eu quand même obtenu l'accord de la mairie pour retravailler l'aire de jeu extérieure, parce que c'était un petit jardin basique. Nous, on a fait une vraie aire de jeu inclusive. Donc on a eu quelques soutiens quand même. Mais globalement, ça a pris entre l'idée et la première saison, ça a pris 4 ans. C'est pas comme les projets online où tu peux aller vite. Et je peux te dire que quand tu fais une erreur, tu le payes très cher. Justement, est-ce que tu aurais des conseils s'il y a des auditeurs qui veulent se lancer aussi dans des projets à impact positif qui pourraient les aider à... Les conseils, comme toujours, j'ai envie de dire, déjà, ne pas écouter tous les gens qui vous disent que c'est impossible, parce que sinon, vous faites rien. Deuxième étape, je pense qu'il faut savoir parler à un maximum de gens et bien s'entourer autour de son projet. Typiquement, moi, je n'avais pas du tout l'expertise sur plein de sujets. C'est pas grave. En fait, tu t'entoures de gens qui sont qualifiés. Typiquement, sur l'autisme, la grande question qu'on s'était posée, c'est faire un lieu qui soit beau. Est-ce que ça ne va pas déclencher des crises ? Oui. Et donc, du coup, on s'est fait accompagner par une société qui était expert sur les teintes, les tons
qu'on pouvait adopter pour éviter de créer trop de stimuli. Et également, du coup, on a créé une salle qu'on appelle la salle blanche qui permet de remettre à zéro les enfants s'ils ont été trop stimulés. Donc, bien s'entourer, deuxième point. Le troisième point, je pense qu'il faut être... alors, sur les projets en mode associatif, c'est un peu différent des projets, je pense, où tu as un format entreprise. Les modes de financement ne sont pas les mêmes. Il y a quand même de l'argent, il y a quand même pas mal de fondations. Et comme pour les VC, faut trouver les fondations dont la thèse est en rapport finalement avec ton objet. Donc ça sert à rien d'appeler n'importe qui. Voilà. Donc bien identifier les bonnes fondations. Et puis ce qui est assez sympa, c'est que quand tu viens du monde entrepreneurial, si on parle de gens qui ont eu un vécu dans les startups ou les scale-up, en fait, on a quand même une habitude de structurer, de présenter nos projets de manière quand même assez carrée. Et en fait, quand tu vas voir du coup des fondations dans le monde associatif, où ce sont souvent des gens qui font ça en plus de leur boulot ou à côté de leur boulot, ton projet il remonte quand même assez bien. Et il est assez pro et donc il est mieux packagé. Voilà, il est plutôt bien packagé. Et donc, en fait, c'est moins dur que ce que j'imaginais. De trouver les premiers financements. Donc, faut pas hésiter. Il y a beaucoup d'argent dans les fondations d'entreprise où ils seront ravis, si c'est en rapport avec leur thèse, de pouvoir vous aider. Voilà. Et puis, toujours avoir la bonne équipe, c'est toujours pareil. Les personnes avant tout. Nous, on a eu la chance d'avoir beaucoup de bénévoles autour de nous qui étaient vraiment passionnés par le projet, qui faisaient ça en plus de leur boulot et qui nous ont donné de leur temps. Et sur plein de sujets différents, je parlais de l'expertise comptable, le juridique, la recherche de financement, les travaux. Voilà. Donc, ce qui est assez magique dans le monde associatif et qu'il n'y a pas, je trouve, dans le monde, en tout cas du business. Je pense que dans les entreprises à impact, tu peux retrouver ça. C'est ce côté de dire, tu peux engager les gens assez rapidement. Ils vont le faire parce qu'ils ont envie, ils sont portés par la mission. Il n'y a pas une logique d'intérêt. Dans le business, il y a toujours j'essaie de te vendre mon truc. Là, en fait, on ne vend absolument rien. Alors, on n'a rien à gagner. Donc, j'ai envie de dire, qui a envie de nous aider, nous aide. Et en fait, il y a des chaînes assez magiques qui se sont mises en place. Les gens ont envie ou pas de t'aider. S'ils ont envie de t'aider, ils t'ouvrent leur réseau assez vite. Donc, on a eu des rencontres assez incroyables, que ce soit Marc ou d'autres personnes qui nous ont mis en relation avec plein de gens géniaux et qui nous ont aidés pour trouver notamment les financements. Donc là, il y a un côté un peu magique qui se met en place. Parce que tu vois l'assez bon côté de la nature humaine, c'est que les gens, ils ont envie d'avoir un impact, ils ont envie d'aider. Et si le projet leur résonne en eux, en fait, ils vont te donner du temps avec des niveaux d'expérience parfois et d'expertise super élevés, quoi. Tu as raison, c'est comme le VC Early Stage, tu finances aussi des entrepreneurs et des visions, des convictions. Donc ça se rejoint clairement. Et du coup, tu disais comment on peut t'aider aujourd'hui, si on peut peut-être éventuellement conclure là-dessus. On peut t'aider. Alors, le latex d'apprentissage, on le redit. Alors, on peut la flécher. Qu'est-ce qui nous aide aujourd'hui? L'un des gros sujets, c'est toujours le financement. Donc, la taxe d'apprentissage, ça, c'est sûr. Soltea.fr. C'est pas encore trop tard. Vous avez quelques heures. Je sais pas quand passera le podcast. Voilà. Et puis, l'année prochaine, tous les ans, vous pouvez nous aider. Si vous avez des fondations d'entreprise, des fonds de dotation, comme vous l'avez vous avec Rainbow, on est bien évidemment ravis de pouvoir vous accueillir dans la famille du village. On a pas mal de fonds d'investissement qui nous aident, mais aussi des entreprises très traditionnelles, des grosses boîtes, des plus petites boîtes. Et puis bien sûr, comme toute association, alors on a quand même un avantage par rapport aux entreprises, c'est que ce sont de vrais dons, donc c'est défiscalisant, que ce soit à l'IS ou à l'IR. Et également avec la fondation Personnage, on peut également défiscaliser à l'IFI. Donc en fait, le don, à chaque fois que vous faites un don, ça vous coûte finalement, on va dire, un tiers de ce que vous allez donner. Donc c'est quand même aussi une manière de nous aider. Ça fait du bien de donner et de venir voir aussi où va cet argent. Donc on est ravis d'accueillir tout. Découvrir le lieu. Et parfait. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jérôme en tout cas. Merci beaucoup. Merci Chabi, merci Alexandra. Très admiratif. Ouais. Merci pour votre soutien de la première heure, on l'a dit tout à l'heure, mais vous avez fait partie des tout premiers et je suis super content d'être là 5 ans après, d'échanger avec vous. Je me rappelle quand on en avait parlé, c'est toujours émouvant de se rappeler le chemin qu'on a fait. C'est clair. Et nous aussi. Merci beaucoup.